Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels pour la matinale d'un monde de jeux, la matinale consacrée aux jeux de société. On va vous parler d'Oldchap et j'ai des invités qu'on n'a jamais reçus au chalet, donc je suis ravi de vous recevoir pour la première fois. En fait, on a très souvent parlé de vos jeux. Nous avons Jean-Baptiste, bonjour Jean-Baptiste. Salut Martin. Et Paul-Adrien, salut. Salut Martin. On se retrouve tous ensemble pour parler d'un nouveau jeu que vous publiez chez Oldchap, qui arrive là, maintenant, enfin qui est déjà en boutique. Hein. Ouais, depuis une semaine. Déjà disponible. Ouais. Green Vaders. C'est une petite boîte, un petit jeu. On s'est dit, c'est la première fois que vous venez au chalet, donc on va faire un petit tour de tous les jeux que vous avez publiés chez Oldchap. C'est le plaisir aussi qu'on a dans ces matinales de pouvoir partager ensemble pas que les jeux qui sortent, pas que les histoires de ceux qui viennent d'arriver, que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'on commence à voir la communication autour des jeux. Il y a pas mal de gens qui parlent de tout ce qui sort, mais aussi des histoires que vous avez vécues depuis que cette boîte, cette maison d'édition, qui est particulière quand même, Oldchap, hein. C'est une maison d'édition qui a un regard, je trouve, qui est pas forcément le même sur la façon de faire les jeux, et vous allez voir, on va en parler un peu. On a un petit menu, comme d'habitude. Alors, pas d'actu ce matin, parce que je n'ai pas trouvé de sujet qui était vraiment suffisamment marquant. On reviendra sur des sujets plus anecdotiques demain avec Pénélope. Par contre, évidemment, on va vous parler de nos invités. On va revenir sur les jeux d'Oldchap, je l'ai annoncé. On va s'attarder sur Green Vaders. Et on terminera avec une super minute culturelle. J'ai hâte d'être à la minute culturelle et de découvrir. On a parlé juste avant un petit peu de ce que vous avez sélectionné comme thème. Il y a 2-3 sujets que je ne connaîrais pas grand-chose en vrai. Donc, je suis très, très curieux de cette minute-là, c'est pour la fin de l'émission. On commence déjà par vous présenter, tous les deux, parce qu'on vous connaît peut-être un peu moins, vous vous mettez un peu moins en avant aussi. Enfin, on vous voit beaucoup sur le festival. Oui, on s'est croisé quand même pas mal de fois. Ouais. C'est vrai qu'habituellement, on a eu une grande période, on va y revenir, mais où on avait Antonin dans la boîte, qui a fait beaucoup de nos jeux. Et c'est vrai qu'il prenait aussi un peu, il aime bien, les médias, la lumière aussi, Antonin. On s'appuyait sur lui pour un peu être un peu le visage d'Oldchap pendant un moment donné. Et puis très fort en animation. Ouais. Ah bah oui, c'est même son truc. Hein. Antonin, il a toujours la réputation de... Attention, Antonin, c'est les éditeurs qui disent ça, c'est une qualité. Antonin est vendu avec la boîte. Ouais. Est-ce qu'il faut s'imaginer le jeu sans Antonin, parce qu'il nous a fait la partie, c'était un show. Oui, forcément, c'est des questions qu'on se pose. Voilà, mais du coup, on va essayer un petit peu là de se montrer un peu plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était resté un petit peu discret, encore qu'au tout début, on se montrait un peu sur des vidéos trick-track ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas caché non plus, hein, c'est pas la question, non. Mais c'est vrai que la communication, elle se crée en fonction des périodes assez différemment. Vous faites quoi tous les deux exactement chez Oldchap? Est-ce que vous avez, je sais, hein, c'est une petite maison d'édition, on est tous un peu boîte à outils dans des petites structures. Est-ce que vous avez des spécificités? Ouais, en effet, je sais pas si tu veux... Je pense que ça dépend aussi des époques, parce qu'on a essayé de faire évoluer l'organisation année après année. Je dirais qu'en ce moment, on est tous les deux un petit peu en gestion, parce que c'est aussi un métier qu'il ne faut pas oublier dans l'entreprise. On n'en parle pas beaucoup, mais ça prend du temps. JB, toi, tu gères plutôt les fabrications. Ouais, en gros, sourcing fabricant, la recherche des matériaux, tout ça, et puis le suivi des fabs. Ouais. Ça, c'est un peu le truc... dont je me charge, qui n'est pas le plus fun, mais qui est quand même intéressant, et voilà. Et qui est important, puisqu'on a toujours veillé à jamais être en rupture de stock ou ce genre de choses. C'est tout un aspect qui est hyper technique. On va en parler un petit peu quand même. C'est intéressant tous ces aspects-là. Donc ça, c'est le côté plus technique. Plus logistique, ouais. Après, on fait... Ça dépend un peu des projets. Les projets, en fait, pour le développement des jeux, tu vois, le développement du produit, c'est un truc où on a été toujours assez transversal, enfin horizontal quoi. Même si selon les projets, il y en avait un qui était plus en direction artistique, il y en a un autre qui était plus en référent, gestion de projet et tout. Ça dépend. Souvent c'est la personne qui est créateur du jeu, parce qu'Antonin, quand il était chez nous, il était créateur de beaucoup de jeux, et donc il était souvent référent projet. Mais pas forcément tout le temps. Et là, pour Green Vaders, c'est Paul-Adrien qui est l'auteur. Oui, parce que vous êtes auteur très souvent des jeux. Alors je sais pas, on va regarder juste après la liste des jeux, on va en reparler, mais j'ai le sentiment que c'est vous, ou c'était Antonin, mais qui faisait partie de la boîte aussi. Donc, il y a quelques exceptions. Il y a des exceptions. On va y revenir, je pense. C'est vrai qu'on a toujours envisagé, alors évidemment, c'est pas gravé dans le marbre, mais on s'est toujours considéré un peu plus comme un studio de production, donc avec les forces vives en interne pour créer et puis accoucher des jeux, plus que comme un éditeur à proprement parler. C'est une différence qui est notable en fait. C'est assez notable. En fait, on s'est rendu compte assez vite que ça demande une énergie, une intensité très forte d'éditer des jeux, et que c'est
pas tout le temps facile de porter les jeux des autres, d'autant plus si en fait le jeu tombe à l'eau et qu'on doit dire à l'auteur désolé, finalement on le fait pas. Donc il y a quelque chose de plus facile, je pense, à gérer quand les jeux viennent de nous. Mais on serait ravis d'éditer des super jeux de super auteurs ou autrices. Ouais. C'est possible, ça, pour un auteur, de vous envoyer un projet, vous le regardez, et il y a une ouverture. En fait, on voit des jeux régulièrement en festival, des auteurs. On source quand même, on cherche le coup de cœur, la perle, etc. On est tombé sur quelques trucs vraiment pas mal, parce qu'il y a plein d'auteurs qui font des trucs très bien. Et on a pris des trucs en essai ou en réflexion. Et jusqu'à maintenant, disons, soit il n'y avait pas eu le coup de cœur dans toute l'équipe, soit on se dit pourquoi pas, mais en fait dans l'agenda d'Olchap ça fonctionnait pas par rapport à tout ce qu'on avait à faire, etc. Ou encore ça m'est arrivé de réfléchir vraiment à un jeu et qu'en fait il y a un autre éditeur sur le coup, et qu'on soit moins avancé, etc. et que du coup finalement ça passe. Mais dans les faits, c'est vrai qu'on a fait quasiment que des jeux, alors à l'exception, donc c'est Link vraiment qui est... oui, c'est vrai, mais c'est une réédition, donc c'est un peu particulier. C'est une réédition, donc c'est des auteurs externes, mais pour le coup c'est une réédition, donc c'est un projet qui nous a été confié, quoi, parce que les auteurs cherchaient, l'ancien éditeur cherchait à transférer, en fait, trouver un nouvel éditeur, et lui se positionnait en tant qu'auteur avec les deux autres auteurs, donc ils sont de nationalités différentes, il y a une personne qui est allemande, une qui est aux États-Unis, et puis il y a Christophe qui est français. Et donc c'est la première fois qu'on a travaillé avec des auteurs extérieurs véritablement. Voilà, avec quand même c'était pas juste reprendre le jeu et puis le ressortir comme ça, parce qu'on a quand même pas mal travaillé l'ergonomie, les modes de jeu et tout. Donc, c'est vrai, pour compléter, je dirais que on a quand même créé Olchap à la toute base parce qu'on aimait faire des jeux. Et donc, à 3, la création d'Olchap. Oui, tout à fait. Thomas Lusurier aussi, qui est là depuis le début. Qui est toujours là ? Qui est toujours là, alors qu'il n'est pas impliqué dans l'opérationnel ou dans la création, mais qui est toujours associé, tout à fait. Il nous aide de temps en temps un petit peu en festival ou autre. Et donc je dirais que on passe du temps sur le développement. Et en fait, on ne fait pas vraiment exprès d'y passer du temps, parce qu'on reçoit un jeu d'un auteur ou d'une autrice, et quelque part, et je pense que c'est un peu la couche Olchap, on essaye toujours d'emmener le projet un peu plus loin dans son game design. Et c'est ce qui fait que passer beaucoup de temps sur le jeu des autres, ça peut être un peu déceptif aussi pour les auteurs ou les autrices. Et c'est ce qui fait que naturellement, on a toujours préféré un fonctionnement interne en termes de création, quoi. Ouais, peut-être aussi qu'il faudrait qu'on trouve le jeu qui nous donne l'impression que c'est comme s'il avait été fait en interne. Tu vois, par exemple, toi, ton jeu qu'on a réussi à pousser là, Green Vaders, peut-être si on nous le présente, on se dit il y a trop de travail dessus pour vouloir l'éditer. Ouais, parce que quand Paul Adrien arrive avec le truc, on se dit c'est cool. C'est cool, mais il faut trouver... C'est aussi parce que vous êtes en interne et que vous montrez des projets au tout début, en réalité, vous les montrez assez tôt. C'est vrai. C'est possible, mais je pense que dans cet état-là, c'est aussi un projet qui aurait pu être présenté. Quand tu nous l'as présenté, je pense qu'il pouvait déjà te montrer à des éditeurs qui auraient pu dire ouais, c'est cool et tout, et l'éditer. Simplement, nous, peut-être qu'on serait dit, non, il y a trop de couches de travail éditorial pour se positionner. C'est-à-dire, on va le prendre, et puis finalement, on va pas le faire, donc ça va décevoir l'auteur, ou alors on va y passer tellement de temps qu'on va... Je sais pas, tu vois, donc, mais... Alors qu'en interne, on peut voir les idées, les travailler très longtemps et les pousser. Et juste, je fais une petite parenthèse, quand j'ai dit qu'il n'y avait que Link qui était fait par des auteurs extérieurs, il y a aussi des jeux qui sont en co-autariat, par exemple Focus. Bien sûr, mais oui. Il y a quand même Romaric Gallonnier, bien entendu, et Antonin Bocara. On va revenir sur tous les jeux, on va en reparler plus en détail. C'était l'occasion aussi de vous présenter pour introduire cette matinale. Vous aviez un autre boulot avant ça? C'est une question que j'aime bien poser souvent pour savoir si... Alors avant, on a créé Olchap, ça dit des choses en fait. Sortir des études, donc quand on avait 24 ans. Donc on a toujours eu dans notre vie professionnelle Olchap en parallèle. Mais c'est vrai que moi, pendant une petite dizaine d'années, j'ai travaillé dans l'associatif et je faisais de l'accompagnement à la création d'entreprise. D'accord. Oui, donc ça aide quand même un petit peu sur... Moi, c'est ce qui m'a manqué, ça. Oh bah oui, c'est pas facile. Du coup, j'ai accompagné une centaine d'entrepreneurs avec une casquette de financement, d'analyse projet. C'est intéressant, c'est super intéressant. C'est très très intéressant. Ça apporte une bonne lecture de l'entrepreneuriat et de ce que c'est qu'une entreprise. Voilà. Et toi, Jean-Baptiste? Moi, j'ai donc après les études, quand on a lancé Olchap, des gens, on vivait un peu chichement parce qu'on était en colocation, et moi, du coup, je me suis satisfait de donner des cours de maths
particulier. Et un peu de cours de musique, mais ça m'a vite... j'ai vite trouvé ça un peu chiant, donc je me suis concentré sur les notes. C'est de la rigueur. Bon, voilà, pour la présentation, quand je disais que c'est une maison d'édition un peu particulière, Hotchap, c'est aussi lié au fait que vous ne faites pas beaucoup de jeux par an, même si c'est votre activité principale, il n'y en a pas tant que ça. Donc, alors on sait que c'est une question pour des plus petits éditeurs, pardon de vous qualifier comme ça, mais c'est pas Asmodée, quoi. La question de publier des jeux pour pouvoir en vivre aussi nécessite parfois d'avoir un catalogue qui pourrait nécessiter parfois, en tout cas, j'ai beaucoup d'éditeurs qui réagissent comme ça en se disant je vais en faire 4-5 par an et comme ça peut-être il y en a un qui marchera. C'est pas votre démarche? On sait pas faire ça. Vous ne savez pas faire? On sait pas faire. Autant dans la création que dans la communication derrière. On a toujours considéré qu'il fallait beaucoup se déplacer, être très présent en festival, en animation, et c'est chronophage. Et le temps de pousser, d'installer un jeu, on pourrait reparler de Gobit, parce que Gobit, on a fait 2 tournées commerciales. Justement, Thomas, à l'époque, on avait acheté une camionnette, il avait fait le Tour de France, etc. On a toujours considéré qu'un jeu, c'était pas un one-shot et qu'il fallait l'installer dans le temps. Donc à partir de là, comme on est 2,5, 3 maximum, on ne peut pas sortir trop de jeux. Et l'autre chose, c'est qu'on a envie d'être fiers de nos jeux. On a envie d'avoir au moins des succès critiques. T'y crois, forcément. Non, mais c'est intéressant. C'est pas un jugement de valeur ce que je dis là, parce qu'il y a d'autres façons de faire les jeux, on le sait bien, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Une autre particularité, c'est que vous êtes très en contact, en lien étroit avec les boutiques qui vous vendent, nos boutiques Hyperspace, j'ai le sentiment. Je vois que nous avons Lutin Ludique qui s'est connecté ce matin. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont connectés. Je ne vous ai pas dit un bonjour particulier à chacun, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir et que vous suiviez cette émission régulièrement. J'ai vu que le mot de jeu a pris un abonnement aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui s'abonnent à la chaîne. On a besoin de vous. Les boutiques qui mettent particulièrement en avant, et j'ai l'impression, on va en reparler parce qu'on va montrer les jeux, que vous avez un regard particulier par rapport au positionnement des jeux en boutique. Ça, je sais pas. Je pense que quand on faisait les tournées commerciales, et même au début, on nous a toujours dit que c'était bien de s'appuyer sur les boutiques, qui faisaient quand même bien le taf et qu'ils conseillaient les jeux, c'était des personnes qui connaissaient, un peu comme chez toi, avec des milliers de jeux. Non, mais je m'explique un peu mieux, c'est qu'on reçoit beaucoup d'éditeurs ici au chalet. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec vous sur avant-après, donc j'ai entendu aussi votre discours avant de sortir un jeu, que je n'entends pas avec tous les éditeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas, évidemment, mais c'est très réfléchi, j'ai l'impression chez Hotchap ok, on va faire ce jeu, mais quel est son positionnement? Évidemment, les distributeurs se posent régulièrement cette question, mais vous l'avez vous aussi à la création de si on veut faire ce jeu, c'est parce qu'on voit la case, ou on voit le manque, on voit pourquoi le vendeur en boutique pourra penser à ce jeu plutôt qu'un autre. Alors c'est vrai, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que je me dis de plus en plus quand on veut éditer un jeu, je me dis, est-ce qu'il vient effectivement combler un vide? Et il y a plein de jeux, je me dis, celui-là il a l'air génial, j'ai envie d'y jouer, il est beau, il a l'air malin, mais en même temps, je sens que je pourrais avoir à peu près la même expérience avec un autre jeu du même type, quoi. Donc ça veut pas dire que le jeu mérite pas d'exister, mais c'est vrai que je pense que on a plutôt cette tendance à se dire... c'est quoi l'expérience qui manque dans le et jeu le bon exemple, c'est Focus, qui est un best-seller et qui effectivement est venu à point nommé. Parce que là, il a rencontré aussi le succès par rapport justement, parce que cette analyse était juste, mais vous aviez la même sur Complice, d'une certaine manière, en vous disant tiens, on n'a pas trop de jeux coop à deux. À l'époque, ça a changé depuis. Et puis je pense que avant-après aussi c'est le même genre de choses, c'est-à-dire des jeux d'enquête, ça existe, des jeux d'ambiance, mais le jeu vraiment qui tient en 2 feuilles, où tu es assis comme ça à l'apéro l'été, il y a une équipe qui tient une feuille, l'autre qui tient l'autre feuille, et puis tu décris juste comme un jeu de 7 différences, ou une espèce de Où est Charlie, où tu décris ça comme ça, avec des petits gags très légers. C'est une expérience d'enquête très légère qui, à mon sens, n'existait pas vraiment, même s'il y avait des jeux d'enquête un peu rigolos, mais il y avait toujours, je pense, une certaine charge quand même. Et c'est vrai qu'on réfléchit pas mal comme ça. C'est intéressant. Et souvent d'ailleurs, je vois des auteurs qui me présentent des super jeux et je dis ce jeu j'aime bien, il est cool. Mais néanmoins, je me dis pas qu'il va combler un manque. Je me dis, il peut être super bien édité, super beau, avec un thème, avec des détails de gameplay, de finition. Mais potentiellement, il y a tellement de jeux. Alors peut-être que des personnes qui jouent à plus de jeux que nous, on essaye de jouer, mais on n'a pas toujours l'occasion de jouer à énormément de jeux, surtout des gros jeux.
serait capable de dire oui, mais avec un certain niveau de finesse, quand on joue à beaucoup de jeux, on finit par trouver on finit par trouver les interstices fines dans lesquels il manque des choses. La grande difficulté pour notre société, tout le monde le sait, c'est que entre le moment où on a l'idée d'un jeu, on se dit celui-ci il est super, on va le sortir, et vraiment là on sent que la mode est sur ce jeu-là, et le moment où il sort réellement, c'est-à-dire 1 ou 2 ans plus tard, c'est quand on va très vite, le vent a eu le temps de tourner plusieurs fois. C'est le cas de Glen Vader. La première idée, c'est il y a 3 ans. Ouais. Et en fait, il sort 3 ans plus tard. Ouais. Donc, est-ce que c'est encore bon ou est-ce que c'est trop tard Ouais, c'est toujours un peu le stress qu'on a, nous, les éditeurs, c'est de... je pense que c'est un piège de vouloir rusher un projet, parce qu'on se dit, si ça se trouve, tout le monde est en train de travailler sur le même genre de choses, il y a 1000 jeux qui sortent par an, est-ce qu'il faut pas le sortir là tout de suite dans 2 semaines tu vois, donc c'est un réflexe qu'il faut mesurer, disons. Ouais. Deuxième meilleur jeu de l'année dernière, de quoi Focus. C'est le deuxième meilleur jeu de l'année dernière d'après Rachel. Je lis les commentaires. De l'année dernière, mais il est sorti quand même. Non, donc elle devait parler d'autre chose. C'est le problème de lire les commentaires, c'est qu'on lit les commentaires en décalé par rapport au moment. Ah oui, 2 ans. Oui, peut-être elle parle d'avant-après. Je pense qu'elle parle, parce que c'était avant-après. Avant-après, ouais, c'est ça, exactement. Deuxième, c'était quoi le meilleur jeu de l'année dernière qu'on le jette à la poubelle juste après cette émission, Rachel? Donc là, t'as les commentaires. Oui, non mais je sais, son meilleur jeu de l'année dernière, bien sûr. C'est Zénith, évidemment. Ouais. Alors, on va continuer cette émission. On va regarder les différents. On a commencé à le faire. On a anticipé. Je voulais juste vous présenter mes invités, mais forcément, on a envie de parler. Je vous ai donné une petite plaquette. Okay. C'est un bloc-notes, là, simplement. Vous allez pouvoir noter ce que vous pensez. On va revenir sur les jeux avant-après. On va faire ce fameux petit jeu des... ce qu'on faisait avant en canapé, le jeu des enveloppes. Vous n'avez pas d'enveloppe, on va simplement diffuser les jeux à l'écran directement. Je vais vous poser 3 questions sur les jeux. C'est des questions traditionnelles d'un monde de jeu. Et vous allez, quand on diffusera le jeu, me dire sur celui-ci, ça correspond à cette question-là. La première question, c'est les jeux sur lesquels vous avez une anecdote particulière à nous raconter. C'est-à-dire, là, ça me rappelle un truc particulier, j'ai envie d'échanger. Donc, ce que vous voulez. Mais de toute façon, on va tous les voir, les passer en revue. La deuxième question, donc vous pouvez noter, c'est pour se rappeler, vous pouvez noter anecdote. Tiens, sur celui-ci, j'ai une petite anecdote, et si vous avez déjà une idée en tête, n'hésitez pas à la garder en pense-bête, c'est un pense-bête, cette petite plaquette. La deuxième question, c'est le jeu qui aurait mérité l'As d'or. Alors je sais que c'est une question traditionnelle, celle-ci, on la pose systématiquement, ça me permet aussi de vous sonder sur votre rapport au prix, mais... il y en a, je sais qu'il y a eu des histoires sur les As d'or forcément, parce que certains ont été plus mis en avant que d'autres, plus attendus que d'autres. Et puis la dernière question, c'est une question qui n'est pas forcément négative, je le précise par avance, c'est les jeux sur lesquels vous avez un regret. Et le regret, il peut être positif, ça peut être un énorme succès, et puis vous dire mais ça, j'ai regretté de ne pas en profiter assez, ou des choses comme ça. C'est pas forcément le mot regret, s'associe souvent à du négatif, ça ne l'est pas forcément. Voilà pour les 3 questions. On va revenir sur les jeux, mais juste avant, je voulais. Vous revenez de BlackRock là. Ouais. Vous étiez, ça m'intéresse particulièrement. Ça, qu'est-ce qui s'est passé avec BlackRock c'est traditionnel, c'est tous les ans, il y a une réunion qui se passe. Ils font un temps fort qu'ils appellent le séminaire éditeur, et sur quelques jours, ils convient tous leurs éditeurs. C'est votre distributeur, BlackRock. BlackRock, distributeur, exactement. Et l'objectif, c'est sur une journée, une soirée, de rencontrer toute l'équipe sur les différentes thématiques, donc les commerciaux, l'équipe de communication, les contraintes, les grands comptes, l'export. Être briefé sur pas mal de contraintes auprès de leurs clients. Donc ça se passait à Clermont-Ferrand là. C'est ça, dans leurs locaux. Voilà, donc tous les éditeurs ou presque se déplacent sur place, il y en a quand même pas probablement mal, la majorité, je pense, une cinquantaine sans doute. Donc ça succède. Une soixantaine, a priori. Ça se succède pas mal. En fait, les gens sont chargés. Il y en a qui viennent plutôt en début de semaine, d'autres plutôt en fin de semaine. Donc on croise tous les éditeurs. C'est quoi, c'est un grand oral? On est dans une pièce, ils sont assis dans le fond et vous êtes là. Un petit peu comme ça. C'est vrai? Non mais ça dépend des moments. Mais il y a eu ce moment où ils ont mis tous les éditeurs pour leur expliquer les normes à mettre sur les boîtes. Faire le point. Ça change tout le temps, tous les mois, et donc ils nous ont refait un petit brief là-dessus. Très bien fait, et puis sinon en fait c'est plutôt des réunions avec les équipes où tu vas à la fois échanger sur les urgences, les sujets, les enjeux, les trucs qui n'ont pas été compris d'un côté ou de l'autre, et aussi plutôt plus généralement tu vas partager des idées, tu vas croiser les autres éditeurs aussi. Donc, il y a confrontation sur les jeux des fois, je sais que dans ce genre de réunion parfois c'est arrivé, on a déjà eu des échos de 2 éditeurs qui arrivent avec un jeu très proche, et comme c'est le même distributeur, ça peut...
Ça, je pense que ça arrive pas forcément au séminaire même. Ça arrive en général, les gens s'en aperçoivent avant, en cours de production d'un projet. J'imagine que si BlackRock, un éditeur leur présente un jeu et que 3 semaines plus tard, un autre éditeur leur présente un jeu, ils disent on va vous faire discuter. Nous, ça nous était arrivé avec le Scorpion masqué à propos de Complice, à l'époque où on fermait les yeux dans Complice. Et où ils travaillaient avec... il travaillait sur un jeu ça finit par sortir, un jeu avec le pouce et qui s'appelle... comment ça s'appelle oui, bien sûr, c'est un tout petit jeu de voiture, de course, j'ai pas le nom en tête. Dans l'univers de... C'est pas leur plus gros succès, ils ont eu tellement de très gros succès qu'on a tendance à en oublier. Alors moi je pense que c'est parce que ce genre de jeu a du mal à prendre commercialement. C'était marrant, on guidait une voiture, il y en a qui fermaient les yeux et l'autre guidait la voiture en tenant le pouce de celui qui avait les yeux fermés. Si, les gens ils l'ont forcément, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Vroom, non, c'est en 3 mots je crois le nom, c'est Turbo Kids, Voilà. 2 mots. Et donc en fait on a été mis en rapport et puis on a discuté et puis chacun a dit en fait on va tirer notre jeu dans ce sens-là et puis eux ils disent on va tirer notre jeu dans ce sens-là et à la fin t'as 2 jeux qui sont quand même très différents quoi. T'as un jeu coop versus un jeu compétitif, t'as un jeu avec des voleurs, t'as un jeu de course, puis t'as un jeu où tu fermes les yeux, t'as un jeu où t'as les masques, etc. Donc les masques avec les filtres. Donc tu vois, parfois il y a des solutions, puis parfois j'imagine que si les jeux sont vraiment trop proches et qu'il y a un éditeur qui a trop d'avance, l'autre éditeur va dire on va peut-être pas on va peut-être pas le faire ou le faire plus tard. Voilà, mais bon, c'est des choses qui arrivent, mais bon, le séminaire n'est pas forcément le lieu de révélation de ces choses. C'est cool de pouvoir se réunir. Je sais pas si ça marche chez tous les distributeurs, ce genre de séminaire, mais ça a l'air fascinant en tout cas. Mais c'est assez chouette. Ce qui est bien aussi, c'est de discuter avec les autres éditeurs qui sont là. Et il y a toujours des choses à dire, à apprendre. Bien sûr. Ça fait un peu... BlackRock, ils veulent avoir le côté un peu BlackRock Family, en fait, une grande famille et tout, etc. Et puis il y a un peu de vrai là-dedans. Mais ça se ressent, oui, bien sûr. Et puis rencontrer toute leur équipe, parce que de la même manière, finalement, en festival salon, on voit une partie de l'équipe seulement de BlackRock. Et finalement, il y a encore 30 personnes derrière qui font tourner la boutique et qui sont très, très importantes dans leur équipe. Donc c'est agréable pour nous de... voir l'envers du décor, voir les lieux, voir l'entrepôt, voir toute l'équipe. Donc c'est très intéressant. On va faire une micro-pause. J'ai le temps de vous laisser réfléchir à ces 3 questions que je vous ai posées. Une micro-pause. On diffuse la petite publicité cette semaine. Nous sommes sponsorisés, vous le savez. Sponsorisés. On a des publicités, tout simplement. Et notamment de To Me or Not To Me, le jeu de société qui est publié, pas du tout par vous, To Me or Not To Me, mais par un autre éditeur qui est publié par BlackRock. Tiens, je vous le montre juste avant de diffuser la petite publicité. To Me or Not To Me, c'est un jeu d'association d'idées, mais assez original dans la mesure où, sur ce jeu-là... Vous y avez déjà joué à celui-là Non, j'ai juste vu passer, j'ai eu... j'ai pensé à Nick et j'ai pensé à Just One quand j'ai vu les images, mais j'y ai pas joué. C'est Jenny Laure Bénon et son frère Jérémy Bénon, c'est illustré par Jérôme Soleil. C'est très original ce jeu parce que, alors c'est très difficile à expliquer, donc je ne vais pas me lancer là-dedans là tout de suite, mais je vous lance la publicité et puis on se retrouve juste après, elle est très courte. Et voilà, j'ai dit Bombix comme d'habitude, à chaque fois je dis Bombix à la place de Banquise. À chaque fois. Mais est-ce que tu dis Banquise à la place de Bombix? Je pense aussi. Je pense. Donc finalement, c'est faire. Quoi. Bah oui, c'est faire et tout le monde est content. Allez, personne ne l'est en tout cas, mais c'est ça. Non, c'est une catastrophe, les noms qui se ressemblent. Je propose à ces 2 éditeurs de changer de nom. Non, j'ai dit BlackRock. Alors c'est moins grave. Parce que d'habitude, je confonds Bombix et Banquise. On passe sur les différents jeux que vous avez publiés, on se fait un plaisir, on revient du début, du premier jeu, le tout premier, vous m'avez dit c'est Rimtic, c'est un jeu qui faisait du bruit, hein. C'est un peu un jeu d'étudiant quand même, Rimtic, non Oui. D'étudiant, je sais pas, mais en fait c'était un peu dans cette lignée des jeux, en fait c'est un jeu de rapidité. Ouais. Tu défausses des cartes et tu dis des mots.
Ouais. Et aujourd'hui, il y en a des jeux de rapidité où tu défausses des cartes et tu dis des mots qui marchent bien. Ouais. Mais voilà, nous, on est parti sur quelque chose avec un thème, les perroquets, puis c'était de la rime. Ouais. Donc il fallait rimer, ou non, selon la tronche des perroquets. Alors à l'époque, c'était des plumes sur les cartes, mais on l'a réédité quand même quelques années après. On a mis directement des perroquets fous, des perroquets sages. Ouais. Et voilà, tu dois enchaîner les rimes, et puis parfois tu dois couper la rime. Ce qui est drôle dans ce jeu, c'est que quand tu es en train d'enchaîner une rime en, je sais pas moi, en ouin, comme foin, marsouin, etc. Et puis d'un coup, tu dois arrêter de rimer, mais tu peux pas t'empêcher de quand même dire une rime. Ah oui, bien sûr, oui, ça crée quelque chose de particulier. Là, ça faisait du bruit dans les festivals, il y avait beaucoup d'ambiance autour de la table sur laquelle le Rimtic était présenté, on ne vous loupait pas en général. Ouais. Et alors, anecdote. Ouais. Une anecdote, vous avez le droit d'en faire sur chaque jeu, évidemment, si vous en avez. Mais... Non, mais c'est une anecdote qui est un peu structurante pour Old Chap, puisqu'en fait, cette idée de jeu, elle vient au lendemain d'avoir découvert justement Link. Oui. À l'époque, parce que Link existait déjà. Link qui est... un jeu qui a beaucoup marqué, hein. C'est pas surprenant qu'il se retrouve dans votre catalogue, on en parlera tout à l'heure, mais c'est... Pardon, vas-y. Un jeu, une pierre fondatrice. Et donc là on est en 2010 ou quelque chose comme ça. Il sort en 2011, donc toi tu dois créer le jeu en 2010. Et de mon point de vue à l'époque, c'était la première fois que je jouais à un jeu où c'est ce que disent les joueurs et les joueuses qui est drôle et qui fait rire et qui crée quelque chose autour de la table. Moi je me souviens, je sortais de l'ère Munchkin où c'était la carte qui me disait regarde l'illustration est drôle, rigole, et non le gameplay en lui-même. Et donc voilà, donc Rimtic est né comme ça. C'est une volonté de retrouver ce côté, c'est ce que disent les joueurs, un côté un peu camoulox qui va faire rire, exactement. qui va nous faire marrer. Vous le voyez s'afficher en bas de l'écran à gauche. Ça, c'était version 1, ça. C'est la première. Oui, souvent mes images, c'est la première version. Vous pouvez voter pour les jeux qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, voter, je vous explique pour ceux qui découvrent la matinale, ça arrive tous les jours. Sur l'application umdj.fr, vous créez un compte, c'est entièrement gratuit. On vous présente tous les jeux dont on parle pendant l'émission. Vous vous connectez sur cette appli, sur votre smartphone, sur votre ordi, comme vous voulez, et vous nous indiquez votre attente par rapport à ce jeu, l'envie d'y rejouer ou pas, ce que vous en pensez, tout simplement. Vous faites comme vous voulez, c'est une note sur 100, donc, mais c'est un curseur, donc vous le déplacez comme vous le souhaitez. Et à la fin de la séquence, on regardera les jeux que vous préférez parmi tout le catalogue Old Chat. C'est rigolo, ça permet d'avoir un petit échange. En plus, ça vous donne des points que vous pouvez dépenser pour participer à notre tombola du vendredi. Et chaque semaine, on vous fait gagner des jeux. Je crois que c'est Billy Birdie qu'on vous fait gagner cette semaine, si je ne me trompe pas, un jeu qui est publié par Kiwiz. Voilà. Pour les petits votes, Rimtic, vous pouvez voter pour ce jeu. On continue ? C'est parti. Go-Beat, c'est le deuxième jeu qui est sorti. Là aussi, on est sur du jeu d'ambiance. Là aussi, vous êtes tous les deux auteurs avec Thomas Lesurier. Ouais, tout à fait. À l'époque, tu sais, comme on t'expliquait, on était un peu en mode studio. Donc, alors l'idée, elle venait d'un ou deux d'entre nous. Et puis en fait, à la fin, tout le monde travaillait sur le truc. Et puis, c'était tout le temps nous trois les auteurs, sur les 3 premiers jeux en tout cas. Et gros succès. Enfin, les deux sont toujours au catalogue d'ailleurs. Alors, non, pas Rimtic. Les Rimtic, là, c'était juste une réédition il y a 2 ans, 3 ans. Anniversaire, pour les 10 ans de Chap. Oui, c'est ça, il y a 4-5 ans. Go-Beat, c'est alors non pas le jeu qui se vend le plus chez Old Chap, mais qui a la plus grande durée de vie, puisqu'en fait, cet été, il fêtera ses 15 ans sur le marché. Donc c'est fou, Et avec d'autres versions, j'ai vu passer une version. Alors c'était quoi? C'était un jeu vidéo parcours du combattant. Jeu vidéo, Angry Birds. En fait, Go-Beat, il y a toute une histoire. Il a commencé dans la gamme table rase. Donc tu vois la boîte de Rimtic que tu as montré. Si tu collais les boîtes de Go-Beat avant à côté, puis le troisième jeu qu'on a fait qui était Hong Kong, tu commençais à avoir une espèce de frise se décliner avec des couleurs. Donc on avait un peu cette ambition de faire plein de petits jeux d'ambiance qui avaient tous un petit peu qui faisaient écho les uns aux autres. Puis en fait, finalement, comme c'est surtout Go-Beat qui a pris et pas les autres, on a surtout poussé Go-Beat avec ses atouts. Et donc il a changé de format. Alors, à un moment donné, il est passé dans un deuxième format parce qu'on a tenté quelque chose en donnant la licence à un distributeur qui avait l'intention de remarketer le truc. Et donc, il y avait du suremballage et puis quelque chose d'un peu plus sobre. On n'a jamais trop, une finale pas trop apprécié cette version. Elle n'est pas trop restée dans nos cœurs. Et donc, on l'a rechangé il y a... combien 2018. de temps 2018, donc ça va faire presque 8 ans, presque 10 ans. 8 ans, Et pour une version qui est, je pense, assez aboutie. Voilà. Et Go-Beat est effectivement notre jeu le plus stable dans le temps, quoi. Avec une fanbase
inarrêtable, notamment au flip, hein, chaque année on a des nouveaux joueurs jeunes qui viennent et beaucoup de joueuses aussi, hein, puisque c'est un jeu où tu peux voir tout à fait quand tu as des tournois, tu as les filles et les garçons qui s'affrontent, et puis à la fin ça peut très bien être une petite de 13 ans qui gagne et qui éclate les animateurs de 20 ans et tu sais pas trop pourquoi. Les petits peuvent être très forts. Et donc c'est un jeu de cœur. Et d'ailleurs, on n'a pas. Si t'as le t-shirt Old Chap. Oui, j'ai les mouches qui datent de la deuxième version, je crois. Ah, toi c'est la deuxième là. Ouais. Ah oui. C'est la deuxième version. Bon, bref, en tout cas, c'est notre mascotte, le mouchetique. Ouais. Et donc voilà. Anecdote. Oui. Ah, alors, oui. Il n'y a pas un jingle pour l'anecdote? Non, pardon, je le ferai la semaine prochaine. Gobit, c'est la volonté. Alors, Rimtic, c'est une idée qui vient et puis ça fait un jeu. Ouais. Gobit, il y a eu du travail, de la réflexion entre l'envie de brasser, tu te souviens, la bataille corse, la bataille corse, la chèvre, le loup. Ah oui, et puis la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Et en fait, moi je me souviens toute ma vie, on est sur une plage, je crois, à Noirmoutier, et JB donne du jambon à des mouettes. Et on voit les mouettes arriver et repartir comme ça. Et JB qui commence à mimer la mouette et commence à dire manger, danger, manger, danger, manger, danger. Et donc c'est quelque chose qui est resté, parce que voilà, faut voir le comportement des mouettes, hein, qui est toujours un peu particulier. Elles ont faim, mais il y a une distance de sécurité quand même par rapport. Voilà, et donc ça crée un comportement très drôle. Et en plus, elles sont en compétition les unes avec les autres, donc ça crée une tension supplémentaire. Et ça a été un peu fondateur dans la réflexion de Gobit, de se dire mais comment est-ce qu'on crée cette tension de je vais manger ou je vais peut-être me faire manger. Voilà pour Rimtic. J'étais en train, en même temps, vous m'avez vu un petit peu distrait parce que j'écoutais attentivement, évidemment, bien sûr. Mais j'étais en train en même temps de compléter parce qu'il me manquait un jeu, le Honk Honk, que je l'avais pas dans ma liste. Il n'est pas sur votre site, donc c'est un jeu qui n'est plus au catalogue non plus, j'imagine. Depuis très longtemps. Hein, donc quand même, je préparais le visuel pour vous le montrer. C'est officiellement notre jeu qui a le moins marché. Ouais. Alors j'ai été sur BGG, hein, ça. Alors, vous voyez mais j'ai été chercher des infos sur Honk Honk que je connais pas en vrai. J'en ai jamais entendu parler. Mais c'est notre meilleur jeu quand même. Pardon, c'est un jeu de rythme. Ouais, j'ai horreur des jeux de rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est que JB et moi, on s'est rencontrés quand on avait 13 ans en stage de musique. Donc on est tous les deux musiciens, tous les deux pianistes. Et c'est venu un peu naturellement à ce moment-là de penser à un jeu autour de la musique, quoi, autour du rythme. Mais, donc il est très fun ce jeu, mais il est un peu difficile quand même à jouer. Donc, il y a un effet un peu maillon faible parce qu'il faut être nombreux. Ouais. Et s'il y en a un qui n'est pas trop dedans, ça peut rendre la partie compliquée. Ouais. Donc voilà. Et puis on a toujours du mal, je pense, à régler les fins de partie parce que chacun perd des vies petit à petit. Et, voilà. Donc difficile. Et lui faisait encore plus de bruit. C'est l'époque où les gens ne nous appréciaient pas trop en festival parce que c'est un raz-de-marée de gens qui frappent dans leurs mains. Et du coup, j'ai une autre anecdote là-dessus, c'est que quand on a rencontré Antonin, donc nous on faisait tourner ça en festival, et Antonin... qui avait 12 ans à l'époque, hein, je pense. Pas loin, non, pas loin. Et Antonin s'apprête à nous présenter ce qui va devenir Panic Island. Ouais. Et donc il cherche un peu des éditeurs, c'est son premier jeu je crois, et il regarde et il nous voit en train de faire Hong Kong, et il y a plein de gens qui regardent et tout, et il se dit waouh, ce truc là, il y a du bruit, il demande partout, ce truc là ça va cartonner. Voilà, bon, l'avenir lui a pas donné raison, mais par contre il nous a fait nous rencontrer, donc c'est très cool quand même, quoi. On change d'ambiance avec Panic Island. Donc Antonin Bocara qui rentre dans l'histoire d'Old Chap. Là, il ne travaillait pas encore avec vous, il était juste auteur sur celui-ci. Ouais, on rencontre, je crois que c'est 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. On rencontre Anto à Ludinor, à Lille, qui nous présente Panic Island. Alors c'était les rats des villes, les rats des champs. C'est pas dans le thème d'Alice au Pays. Ah oui, non, il y avait des radis là. Ouais, je crois, je sais plus. C'était dans un. Je me demande si c'était pas un thème de conte ou quelque chose comme ça. Non, je crois pas. Bon. Et donc, gros coup de cœur pour Antonin, qui commence à travailler ensemble. Qui met un peu d'enthousiasme dans ses jeux de manière générale, dans ses présentations de jeux et dans son énergie. Antonin, c'est un personnage qu'il faut connaître, qui est toujours passionné quoi qu'il arrive et qui aime bien vivre les choses à 100%. Ouais, tout à fait. Et dans ce jeu-là, il y a eu, parce qu'il y a une petite anecdote aussi, c'est que donc, le premier jeu qu'on fait, on a apprécié travailler avec Antonin, justement, c'est pour ça qu'après il travaille avec nous. Mais en fait, on a eu une mauvaise idée pour ce jeu-là qui a permis de faire émerger une bonne idée quand même. Ah oui. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va le mettre dans une collection Gobit
Gobit, puis ça s'appellera Gobit Island, et puis on sera sur une île, il faudra photographier les animaux qui se bouffent, c'était pas très clair. Et donc il fallait... Parce que le jeu d'Antonin à la base, c'était ça, sauf qu'il fallait trouver les trucs par paire. Plus il y avait déjà les gages, il y avait déjà d'autres petits trucs, mais il fallait trouver une paire de, je sais pas quoi, comme au Memory, quoi. Et en fait on s'est dit, nous, si on met le thème Gobit, ça pourrait être bien qu'il faille trouver à la fois le caméléon bleu et la mouche bleue, et, le serpent bleu et le caméléon bleu, le serpent rouge, le caméléon rouge, etc. Et donc on avait mis là-dedans, on avait commencé à brander le jeu avec les caméléons, les moustiques et tout. Et puis à la fin on s'est dit non mais c'est quand même bizarre, les gens vont pas comprendre, Gobit Island, c'est quand même pas Gobit et tout. En fait on est en train de surfer sur... Et on s'est dit non, on reprend tout à zéro. En fait le thème marche pas, on reprend tout à zéro. Mais on a gardé la mécanique de chaîne. Ouais. Et du coup c'est devenu le Cro-Magnon sauve le dodo sauve ses œufs. Et donc on a gardé la mécanique qui avait émergé du fait d'avoir plaqué le thème de Gobit. Et du coup voilà, c'est devenu Panic Island. Je saute un peu dans le futur, puisqu'il y a eu un Little Panic Island un petit peu plus tard, toujours avec Antonin. Mais c'est quoi la différence entre les deux boîtes ? En fait celui-là il est vraiment jouable que par les enfants. Oui c'est ça, déjà, c'est la version enfant. C'est un vrai memory, t'as des tuiles, t'es pas obligé de les mettre en carré, donc si tu cherches les paires. Et puis les gages ils sont t'as le lion, il faut faire chut parce qu'il faut pas réveiller le tigre, etc. Et d'ailleurs petite anecdote là-dessus, parce que moi c'était mon anecdote, donc je sais pas si vas-y, c'est le moment de ton anecdote. Je te mets en plein écran. Truc très mignon, on est au flip, on fait tourner Little Panic Island, et donc je vois une table, il y a Antonin qui est sur un manche debout avec 7-8 enfants, tu vois, peut-être 6 enfants. Il y a plein d'enfants autour et ils sont en train de jouer, et Antonin joue le jeu à fond, et là il les regarde, il les fait jouer, ils sont tous morts de rire, et notamment ils aiment beaucoup la bouse de mammouth, qui est une carte où quand tu la retournes tu dois boucher le nez et faire comme ça. Et donc dans le jeu il y a un petit sablier, et donc le sablier est retourné depuis un moment, il joue et l'un d'eux fait un faux mouvement et le sablier tombe dans une petite je sais pas, tu vois là où on enfonce les poteaux pour pas que les voitures passent, tu vois, donc ça fait quand il n'y a pas le poteau il y a un trou qui peut être rempli d'eau un peu stagnante si jamais il a plu, et donc évidemment le sablier tombe dedans et tous les gamins ont fait simultanément. Ils ont fait en touchant le nez. Et c'était très mignon et très drôle, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui motive Antonin, ça c'est sûr. Ah ouais, ça. Ouais. Et puis si c'est un moment de la vraie vie, il est dans le jeu, c'est sûr. Antonin, donc il rentrait. Alors à partir de quel moment il s'est mis à travailler avec vous ? Au moment de Panic Island, assez vite, on a trouvé que ça matchait bien, qu'il avait vraiment le même état d'esprit que nous. Donc je dirais 2016 il a commencé à travailler avec nous, je crois. Il devient donc auteur de la plupart de nos futurs jeux parce qu'il est très créatif et ça renouvelle un peu les idées, on stagnait un peu à ce moment-là. Ouais. Et il devient aussi notre responsable animation. Oui, donc alors on voit à la beaucoup fois sur il les déplace, festivals. mais pas tout seul, aussi avec sa famille, ses amis qui l'aident beaucoup, donc ça nous fait un peu notre équipe d'animation. Et puis il gère aussi après derrière un peu tout ce qui est festival et tout, en plus d'être le responsable de développement des jeux qu'il crée, quoi. Dont Odin qui arrive directement derrière. Alors là on est sur un jeu, un joueur, on change de catégorie, vous faisiez des jeux qui jouent de 1 à 8 et là d'un coup, Là il y a déjà Jules, je crois, là-dessus, puisque après c'est le moment où donc là, alors Jules, il n'est pas auteur de ce jeu-là, mais par contre il a rejoint la boîte également pour faire du graphisme, direction artistique, ce genre de choses. Exactement, fin 2017. Jules Messot qu'on a reçu hier en émission. Voilà. Qui était un ami de PA, enfin plus exactement le compagnon d'une de tes très bonnes amies, et qui du coup qu'on a accueilli pour faire ça, puis qui a aussi amené sa patte dans la Dendle Chap, et donc on a fait par Odin, qui est un jeu qui, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait, il était même passé par des étapes bizarres, où c'était un jeu très familial avec des tuiles qui s'appelait Opération Mississippi à l'époque. Et finalement, on a fait un jeu narratif, un peu comme dans un jeu vidéo, où tu te fais accueillir par des dieux qui te testent, etc. Et puis, puis les défis quand même de plus en plus durs, donc tu apprends les règles au fur et à mesure. Et c'était un gros succès critique, ça. Oui, ça a bien plu. Alors, on a Petit Rousse qui nous dit, je crois que j'ai tous les jeux Old Chap. Écoute, vote sur l'application mdj.fr, indique-nous ce que tu as pensé de chacun de ceux qu'on a présentés jusqu'à présent. A-t-il onk si. S'il dit tous, c'est
Alors, j'aime beaucoup Parodin, nous dit. Alors, il va répondre, mais il n'a pas encore répondu. Nous dit Cathy Signier. Tu te de répondre, oui. Parodin, il a une suite d'une certaine manière avec les pierres de Koba. Ouais, tout à fait. Les pierres de Koba, le thème Maya, qui est cher à Anto, puisque son père... Oui, bien sûr. Ouais. Il aime beaucoup l'Amérique du Sud. C'est ça. Ouais, il est anthropologue, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est chercheur. Chercheur CNRS. Enfin, il a travaillé en sociologie, je pense, et en anthropologie. Et donc, ils y vont souvent au Mexique, ils y ont vécu même, les Botiards. Et donc, voilà. Et en fait, c'est le même jeu, sauf que les pouvoirs des dés ont changé. Donc, tu as des nouveaux défis, ça parle d'une autre mythologie. Et la petite astuce, c'est que, alors, en plus, on avait rajouté une espèce de boss dedans, c'est-à-dire des défis spéciaux. Et la petite astuce, c'est que tu peux mélanger les dés de Parodin avec les dés de Koba pour faire des défis encore plus complexes, encore plus fous. Et on avait mis sur le site internet d'ailleurs une suite qu'on peut encore trouver, d'une suite de défis qui mélangeait justement les dés. Parce que quand tu lances les dés, t'es pas sûr d'avoir une seule solution, tu peux ne pas en avoir. Alors que tous les défis du livret, c'est des défis à une seule solution. D'ailleurs. Et on parlait de Jules, Jules qui est un peu touche à tout, nous avait fait le logiciel pour chercher les défis à une solution. Ah, il a fait ça sur en plus. Odin et Koba, tu vois. Ça fait partie des cordes qu'il avait à son arc et donc ça nous permettait de générer des défis. Alors après, il fallait qu'on les teste, qu'on vérifie, qu'on les mette dans le bon ordre, qu'on trouve... parfois, on enlevait des défis, on en mettait d'autres, mais... Voilà. Super stylé, il nous dit que Parodin ne semble pas dispo chez Philibert. Les disponibilités, je pense que ça c'est fini. C'est fini. Par contre, il va ressortir en application. Smartphone. On est en train de finaliser une appli smartphone pour Parodin. Voilà. On va communiquer dessus prochainement quand on aura fini, mais comme c'est un projet vraiment très annexe, on prend notre temps. Fiesta de los Muertos, c'est plus tard son extension, la Catrina. C'est un jeu qui a marqué beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez retenu comme le jeu qui aurait mérité l'As d'Or, mais c'est un jeu dont on vous a annoncé qu'il serait dans l'As d'Or pendant une année. Je pense que ça a peut-être été pénible à un moment d'avoir toutes ces attentes de la communauté autour de ce jeu-là. Ce sera l'As d'Or. Ça a été assez rapide, Fiesta, puisque quand Anto a proposé le concept, finalement, on l'a sorti 6 mois plus tard. Ouais. C'est presque une exception dans notre histoire de sortir un jeu aussi vite. Et là, on est fin 2019, quelques mois avant le Covid, et on a cette chance d'être nominé à l'As d'Or, justement, avec Fiesta. Et ça a été, en effet, je pense, un des premiers gros succès pour Hotchap. Ah oui, tu le vois comme ça. C'est reconnaissant, parce que les précédents ont eu des succès quand même. Oui, mais critiques de niche un peu. Ouais, d'accord. Plus intime, quoi. Des succès plus modestes. Fiesta, ça a été un des premiers titres qui nous a fait passer un palier. Ouais. Tirouz nous dit je l'ai acheté 5 fois. Alors Tirouz a confirmé qu'il avait bien eu le Honk Honk en brocante, qu'il l'a acheté. Et Fiesta, il l'a acheté 5 fois pour offrir à toute la famille. Donc il l'a 5 fois. Il n'est pas obligé d'acheter les 5 prochains jeux. Non, mais par contre, comme il a été refait dans une nouvelle version, il faut racheter c'est pas les celle-là. 5. C'est une boîte allongée maintenant. Exactement. Là, c'est la première boîte carrée. Ouais. On pourrait expliquer, mais enfin, quand un jeu commence à perdre un peu de vitesse, tu essayes de te demander pourquoi, et dans un marché où le prix devient un élément très. Oui, donc vous l'avez refait, et ça est reparti. C'est un jeu qui est solide, celui-ci, ou alors, comme tous les jeux, ça baisse un peu? On ne sait pas encore, parce qu'il faut. Ça baisse un peu, mais il reste solide quand même. Ouais. Et Antonin avait quand même aussi envie, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, il y a un côté director's cut, tu te dis, en fait, à force d'y jouer, je me dis qu'il pourrait être mieux autrement. C'est évident. Et donc Antonin a fait sa version qui lui plaisait plus quand il a fait la nouvelle version. Donc il n'y a plus le côté on réfléchit à la fin, etc. Donc c'est un peu moins gamer, mais ça pousse à fond le côté ambiance, puisqu'on va voter et tout. Ça va être un peu plus rapide, la phase de déduction. Moi j'aime beaucoup l'ajout de la Catrina. Je trouve le jeu plus complet avec cette extension. La Catrina, alors l'extension, elle n'a pas fonctionné commercialement. Peut-être parce que l'extension marche mieux sur des jeux stratégiques, je sais pas. Oui, peut-être. J'en sais rien, ou qu'elle était trop grosse. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs très chouettes. Voilà. C'est quoi que t'aimes bien la Catrina? C'est plus les cortèges c'est pas du tout une critique du jeu, parce qu'il a eu un gros succès tel qu'il est, mais j'ai l'impression que le jeu est fini en termes de scoring, tu vois, il y a un système de fin de jeu qui est plus évident pour moi que sur Fiesta, où il y a un côté immédiat, intuitif, agréable à jouer, et ce qui correspond à tous les joueurs, mais mais pas que, parce qu'on voulait faire la Catrina pour satisfaire les joueurs qui avaient besoin d'aller au bout du scoring. Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc vous êtes quelques-uns à avoir apprécié. De toute façon, c'est un vrai gros succès. C'est celui-là que vous retenez comme le jeu qui aurait mérité l'As d'or ou pas? Moi, je pense que oui, ça paraît. Enfin. Après, il y a un petit jeu qu'on a fait ensemble qui est sympathique. Bon, on en reparlera. Complice, donc jeu atypique, celui-ci, puisqu'on portait des lunettes de couleur, on joue en équipe. À deux uniquement, coopératif. Et alors l'autre particularité, parce que je l'ai décrit comme le jeu coopératif qui se joue à deux à l'époque, mais c'est aussi le jeu d'ambiance qui se joue à deux coopératif. Ce que vous faites un peu, même dans vos jeux à deux, on voit que c'est une catégorie qui est arrivée. Vous avez fait du jeu beaucoup au départ, à 8 joueurs, puis après vous avez fait du jeu solo avec les Pierres de Coba et Odin. Et maintenant il y a pas mal de jeux à deux dans votre catalogue. On a traversé une grosse phase de jeux à deux. C'est vrai. Le phase de coop, Complice, le premier prototype d'Anto, c'est le chevalier au casque à l'envers. Ouais. Ça m'étonne pas. Et c'est très drôle, c'était très drôle. Oui, on fermait carrément les yeux. En fait, l'autre nous guidait. Voilà, c'est ce qui d'ailleurs ressemble plus à ce qu'a fait après le Scorpion masqué. Ouais. Sauf qu'ils ont rajouté le côté pouce et tout. Donc, tu vois, ils sont partis dans cette direction-là où tu as vraiment celui qui est aveugle. Et nous, on a eu ce truc des masques. Hein. Ouais. Et donc là, Jules est co-auteur aussi sur celui-ci. Parce que c'est lui qui a apporté, je crois, les deux masques, ou j'ai plus en tout cas le fait que... Et alors ça a été une galère technique ce projet, parce qu'il a fallu faire pré-imprimer en demandant aux fabricants spécifiquement d'utiliser les machines qu'ils allaient utiliser. Donc on a dû faire tourner, on a eu des pré-prod pour vérifier que ça marchait avec des trucs assez chers. Pardon, j'explique pourquoi. C'est que sur les masques, c'est pas exactement le même rouge qui casse. On va reprendre dès le début. Vous avez un petit labyrinthe. Il y a un joueur qui dit à l'autre joueur comment se déplacer parce qu'il voit certains traits et qu'il peut indiquer va pas à droite, remonte un petit descend, etc. Donc il donne les indications. Mais comme on a des lunettes rouges ou bleues, on voit pas tous les traits. On donne des indications, mais on ne les a pas toutes. Ouais. Donc il y a ce côté qui doit être bien réglé. Vous savez comment ça marche avec ces petites lunettes à filtre rouge ou bleu. Si c'est pas tout à fait la même teinte de rouge ou bleu, ou si c'est pas bien calibré, le jeu est juste injouable parce qu'on voit les choses. Donc on peut plus être perdu par ces déplacements. Voilà, et donc d'ailleurs, pardon. D'ailleurs, il y a un autre jeu qui est sorti avec des lunettes à peu près à la même période, je crois, en Allemagne et qui marchait pas. J'ai ce souvenir-là je mettais les lunettes et c'est dommage. Ça marche pas. Comment on fait? On avait voulu que ça marche, on a fait les choses bien. C'est Jules qui était directeur artistique, il avait fait travailler Pauline Berdal, si je m'abuse pas, qui avait ce petit trait, moi j'aimais beaucoup dans les pièces. Il y a un côté, c'est des mini-mondes à chaque fois, parce que c'est des petites. En fait, tu visites un manoir, un musée, etc. Et donc il y a plein de micro-détails. Ouais. Et voilà, mais après c'était un jeu très compliqué, on a mis plus de 3 ans à le faire, on est parti dans une direction puis une autre, ça va marcher, ça va pas marcher, on a travaillé le New Game Plus. Et sur ce jeu-là en particulier, je pense qu'on a un certain nombre de regrets sur le positionnement à la fin. Donc on pourra en reparler tout à l'heure si tu veux. Mais... Arrêtez, il est déjà 9h, donc je ne veux pas vous retenir trop longtemps non plus. Je vous dis l'heure comme ça de temps en temps, mais Focus, énorme succès sur Focus, on en a parlé au début de l'émission, c'est un jeu qui s'est installé très rapidement dans les boutiques parce qu'il correspond à ce truc de j'aime bien les jeux d'association d'idées, d'association d'images, j'aime bien ça, j'aimerais bien en avoir. Le problème c'est que je suis souvent à deux à la maison, il y a Focus. Et automatiquement dans les boutiques, je pense que c'est l'idée qui vient directement en tête des ludicaires, un jeu facile à proposer. Il est encore, c'est vrai que... Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel succès, mais peut-être c'est parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il venait occuper un vide. Et donc là, c'est Simon Caruso qui fait les illustrations, qui plaisent aussi beaucoup, je crois. En tout cas, c'est ce que nous disent les joueurs et les joueuses qui viennent tester ça en festival. Et puis typiquement, c'est un jeu qui porte bien aussi la patte old chap, avec beaucoup de réflexion... en positionnement, mais aussi dans le game design, c'est-à-dire que si on sort 6 mois plus tôt, il a pas des bugs, mais il a des trucs un peu moyens. Et à force de réfléchir, on trouve des élégances, on trouve des idées qui viennent polir tout ça et faire une expérience vraiment optimale. Voilà. On réfléchit en ce moment à des petites idées pour donner un petit peu plus de contenu aux joueurs qui ne seraient pas rassasiés de toutes les illustrations qui sont là, mais enfin on en reparlera sur nos réseaux très prochainement. Voilà pour ce petit focus qui...
Qui aurait pu être nominé. Qui aurait pu. C'est vrai qu'il aura. Alors, il a été au Sablier d'Or. On était ravis de l'avoir sur les Sabliers d'Or, ce qui vaut quand même beaucoup plus que les As d'Or. Là, vous m'embêtez avec les As d'Or, mais c'est pas du tout le même niveau. Et puis, il a une autre nomination que je vois là tout de suite sur le chat. C'est Chalut Mochalmel qui nous dit trop bon ce jeu. Est-ce que c'est pas un prix en lui-même, ça? Le prix Chalmel, c'est quoi, tu dis? Oui, Chalut, c'est Mochalmel. On a Cathy Signière qui nous dit on le propose, mais il a aussi un très bon bouche à oreille et les gens viennent le chercher. C'est-à-dire que les gens viennent directement et on me dit on vote plus parce que Martin est étourdi, vous le savez, de temps en temps j'ai besoin de toi, Return Bleu, que tu me dises Martin, les votes, tu m'as pas fait voter pour Complice, ni pour Fiesta de los Muertos, ni pour Focus. Donc je les rajoute. Ils veulent voter sur tout, c'est tout. Non mais moi j'adore ça, que les gens se sentent concernés par l'émission et qu'ils aient envie de participer. Link, alors réédition sur ce Link, classique, incroyable. Andrea Meyer à l'origine et Eric Nielsen, mais vous avez rajouté Christophe Hermier qui n'est pas l'auteur d'origine du jeu, mais qui est l'éditeur d'origine du jeu. Ouais, qui paraît-il avait trouvé suffisamment d'idées neuves pour être crédité aussi. Ça a été une bombe quand il est arrivé ce Link dans la version d'origine, c'est-à-dire que vraiment il a apporté quelque chose qu'on ne connaissait pas tant que ça dans les jeux, avec cette association d'idées qu'on retrouve partout maintenant, mais aussi une vraie phase, tu l'as dit, de jeux d'ambiance, de jeux où on rigole, où c'est des joueurs qui rigolent, mais par la mécanique, on arrive à provoquer quelque chose autour de la table. C'est un jeu à avoir et vous en avez fait parce qu'il était un peu complexe au départ avec des cartes qu'on mélangeait et une fois sur deux on ressortait la boîte, on n'arrivait pas à jouer parce que tout était dans le désordre. Alors c'est BlackRock qui nous a proposé la réédition, qui nous avait mis en lien. Alors comme j'ai dit, c'est un jeu qui a structuré un peu les débuts d'Oldchap, donc on était assez on était très content de nous le proposer, mais on a dit ok, si on transforme un peu l'ergonomie et certaines choses dans le jeu. Et vrai casse-tête. Un vrai casse-tête. Un vrai casse-tête. Et dans ce jeu, à l'origine, il y avait 2 paquets de cartes. Il fallait sortir 2 cartes ensemble qu'on brassait avec les cartes neutres. Il fallait garder les cartes dans l'ordre, dans le deck. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, dans cette nouvelle édition, on a des livrets. Puis les livrets sont faits pour qu'il y ait systématiquement, enfin tu prends un numéro et il y a systématiquement exactement 2 personnes qui aient le nom associé au numéro. Donc c'était un peu un casse-tête, mais ça fonctionne. Et puis on a rajouté aussi des indices pour 7 et 8 joueurs pour pas que ce soit trop dur pour ce qu'on appelait les innocents. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les mots-clés. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, tu as 2 personnes qui ont un mot-clé, qui vont devoir se reconnaître en disant un mot en rapport avec le mot-clé, et les autres vont dire des mots potentiellement en rapport avec tout ce qui est dit pour embrouiller les espions et les forcer à sortir du thème aussi. On oublie un peu ça, mais c'est tout le sel du jeu. Et on l'a retrouvé dans d'autres jeux, parce que derrière, il y a des jeux comme Agent Trouble qui copie un peu Link, mais avec des images différentes. Comme en fait, il est passé aussi par le jeu vidéo mobile, et que dans le jeu vidéo, il y a moins de... Je sais pas si c'est des scrupules à... Je sais pas si on peut appeler ça du plagiat ou quoi, mais en fait, dans le jeu vidéo, tu peux faire 2 jeux pareils, mais de toute façon, tu changes les mots, tu changes les skins, etc. C'est pas comme tu as fait la même chose, et du coup, après, il est revenu depuis le jeu vidéo avec ses variantes dans le monde du jeu de société. Je sais pas si les autres jeux du genre marchent dans le jeu de société. Là, celui-là, il a du mal à... Maintenant, la nouvelle version a du mal à fonctionner. On sait pas trop si c'est pour des raisons... parce que c'est une réédition, et que les gens disent « Ah, c'est une réédition », ils sont attachés au vieux. Non, parce que quand il date un peu, maintenant, ou alors qu'il est peut-être un peu daté. Une autre époque. Ah, non, daté, je suis pas sûr, mais... Quand je le sors en festival des années, ça marche très bien, toujours. Oui, c'est un chef-d'œuvre, ce jeu. Et alors, j'ai une anecdote quand même. Mais tu sais, là, on en vend 250 ce matin. Ah ouais? Bah oui, regarde déjà, il y a combien de personnes? Je veux dire, il y a 205 personnes. Donc c'est sûr qu'il y en a 250, parce que les gens en achètent plusieurs. Ouais, mais je sais, mais... C'est vrai ce que tu dis. Non, je disais, j'ai une anecdote absolument folle, c'est que donc ma famille sait que je fais des jeux de société, tu vois. Oui. Et donc régulièrement, je leur dis, je leur donne. Et donc j'avais dû offrir à ma grande sœur qui est fan de jeux de société, et ils sont fans de Link. Je le savais parce que j'avais vu l'année où je venais de faire Link, j'avais vu qu'elle avait offert à Noël, où on était en train de travailler sur Link, elle avait offert à Noël à un de ses fils le Link ancienne version, quoi. Ouais. Parce qu'ils en ont plusieurs, parce qu'il en faut un dans la voiture, un en haut, etc. Et donc j'avais dû lui offrir le Link 6 mois plus tard et tout. Bon. Je la vois il y a 6 mois, parce que je suis chez elle, et puis je vois qu'il y a un Link qui est là, tu vois. Et l'ancienne version et tout, je fais « Ah, bah, vous avez l'ancienne version de Link ?» Et elle avait complètement zappé que c'est moi qui avais fait la réédition. Ah ouais, donc Et elle dit « Ouais, bah tu sais, mais parce que là, ils l'ont refait, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. »
Comment ça, c'est n'importe quoi ce que vous avez changé. Je fais ah bon, ouais, alors t'as plus du tout autant de mots qu'avant. Quand tu puis t'as des livrets, c'est chiant et tout. Et en fait j'ai compris. Alors déjà je lui dis ok, donc évidemment je l'ai fait mariner un peu. Et puis je leur dis coucou c'est moi tout. Genre. Ça c'est une anecdote, ouais. Et en fait j'ai compris qu'il jouait que à 4 et il jouait genre c'était très sérieux. Et en fait à 4. Effectivement, si tu ponces le jeu à 4, bah tu. Non, puis moi, je comprends qu'on prenne des habitudes aussi avec un jeu auquel, quand tu revois les choses refaites différemment, tu te dis bah oui, mais moi j'ai aimé ça, donc je trouvais ça. Mais quand tu joues à 4, apparemment c'est très stratégique comme jeu. Oui, c'est moins chaotique. C'est pas des rigolos, tu veux dire. Ça n'est pas une rigolote. J'espère qu'elle regarde l'émission. Notre version, spécifiquement pour 4 en plus, est moins et plus, on va dire, jeu d'ambiance que tactique. Mais bon, c'était quand même assez incroyable ce moment-là. Donc je pense que. J'ai essayé de faire un regard caméra, j'étais pas sur la bonne. Je rate tout, en ce moment, je rate tout. On continue, le jeu suivant, celui-là il est pas raté justement, avant après. un magnifique jeu, très très bien illustré. C'est le jeu auquel j'ai eu la chance de participer, j'en suis ravi. C'est le jeu que vous avez signé à 3, Antonin et vous deux. Aussi qui rentre dans une catégorie où il n'y a pas grand chose. Jeu de communication limitée à 2 joueurs. Basé sur mais surtout jeu d'ambiance en fait. Tu peux monter à 6, un joueur. Oui, en opposition. Mais surtout un jeu d'ambiance. C'est-à-dire que dans cette catégorie-là, souvent quand on a des jeux de communication limitée, d'enquête, c'est pas des jeux rigolos. Là, l'idée c'était d'avoir un jeu qui fasse rigoler les gens. Ouais, avec des petits gags. On a eu l'idée en plusieurs étapes où chacun a un peu apporté la pierre et parmi les idées, au fur et à mesure qu'on faisait les enquêtes au début, on comprenait quel allait être le jeu. On comprenait qu'il fallait du monde sur l'image. Il aurait pu partir dans des voies différentes, ce jeu. Ça aurait pu être un truc sérieux. Au début, il y avait des intentions d'escape game avec un paravent. Il y a eu d'ailleurs des propositions d'autres jeux qui sont sortis quasiment en même temps, mais qui étaient dans des voies complètement différentes. Et puis en fait, petit à petit, on s'est dit que la narration c'était quand même chouette et en affinant le concept, on est tombé sur comment le jeu des 7 différences crée une histoire. Et ça a été le point de départ de tout ce qui a suivi sur avant-après. Voilà, avec un petit côté, je disais, trouver Charlie là, parce qu'en fait, donc, ce côté fouillis, il se passe plein de trucs, et puis ça va pas forcément être à des trucs compliqués avec des meurtres, des machins, mais il va y avoir un mec qui s'est vautré quelque part, il va falloir comprendre que c'est parce que l'autre avait lâché sa peau de banane, tu vois, des trucs comme ça, avec parfois des trucs très légers, parfois des trucs un tout petit peu plus riches en termes d'enquête. Tu les as fait. Je les connais, bien, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça, c'est avant-après. Donc c'est un joli succès et l'idée, c'est de proposer un deuxième opus pour la fin d'année ou début d'année prochaine. C'était la question qui se posait sur le chat. Est-ce qu'il y aura des suites sur avant-après ? Il faut savoir que c'est un jeu qui est difficile à designer puisque ça prend du temps de bien articuler l'histoire et puis quand on fait tester autour de nous, une fois les gens ont testé, ils peuvent plus tester l'histoire. Donc c'est pas si facile que ça de créer de faire des tests, beaucoup d'histoires, de créer et puis ensuite quand on est fait illustrer, c'est toujours en plusieurs étapes parce qu'il faut que ça fonctionne à nouveau, parce qu'il y a des trucs qui marchent plus quand on fait, tu te souviens bien, quand on te fait illustrer puis finalement ça marche plus avec le dessin définitif, donc on doit rechanger un peu les trucs. Quelques allers-retours. Voilà. Et donc on travaille des nouvelles enquêtes là. Et puis si parmi les auditeurs, auditrices, il y a des game designers qui souhaitent proposer des histoires, on est tout à fait ouvert à recevoir c'est dur de créer des choses là-dessus, c'est un vrai sacerdoce. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des propositions d'histoire, on sera ravis de réfléchir, de les travailler. Nous écrire sur le site, et puis on réfléchira, je sais pas, on n'a pas encore établi de modalité ou quoi, de fonctionnement et tout, mais ça peut être cool d'avoir des personnes... parce que nous, en fait, on tourne en ronde aussi dans nos idées. On en a pas mal encore, mais des choses nouvelles, mais on finit par mettre un peu les mêmes gags ou les mêmes structures de gags. Donc voilà. Voilà pour ce avant-après qui est toujours disponible, on a Lutanudi qui nous dit « super nouvelle ». Vama qui demande si ça sera le même illustrateur, pas forcément, c'est l'idée. On aimerait bien faire des chatbots et un univers différent. Voilà, et donc pour l'année prochaine, ce qui ne veut pas dire que tu illustreras forcément plus jamais d'histoire, parce qu'on peut imaginer aussi d'avoir d'autres manières d'avoir des nouvelles histoires de toi. Donc ça, on verra tout ça, mais suivez-nous sur les réseaux, comme on dit. Oui.
Abonnez-vous et c'est un jeu aussi à un monde de jeu, attention. C'est un jeu qui a une cote d'amour qui est impressionnante en réalité, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que le retour est assez chouette, le retour critique en tout cas, et qu'il y a plutôt de l'attente dessus. On continue avec le dernier jeu, c'est celui qui arrive, c'est celui dont on parle aujourd'hui. Il est plus bas, regarde. Ah, je l'ai mis plus bas. Non, parce que là, voilà, c'est là. Ah oui, non, c'est là, pardon. Hop, c'est Green Vaders, donc c'est la petite boîte, tu en es l'auteur, Paul Adrien. Toute petite boîte, regardez, ça tient dans la main. On va se faire une petite vue du dessus. Est-ce que tu arrives à trouver à quel endroit de la vue? Voilà, bravo. C'est tout petit jeu. Et on n'est pas du tout dans la même catégorie qu'avant-après. On est sur du 2 joueurs aussi. Par équipe. Mais compétitif, ça faisait longtemps. On n'avait pas fait de jeu compétitif. Puis tactique aussi. Ça fait longtemps moi je voulais qu'on fasse un peu de jeu tactique, tout en restant léger. Et du coup, tu as apporté cette idée-là. Et on s'est bien éclaté, notamment à la fin du projet, quand on a commencé à travailler avec Stéphane, avec qui on a déjà travaillé sur Link d'ailleurs. Stéphane Escapa, tout à fait, à l'illustration. Et on a déliré sur les thèmes, on s'est permis de partir sur un truc un peu fun et méchant, tout en restant léger, quoi. Donc là, il y a... Alors, en 2 mots, là, il faut me le pitcher un petit peu. Est-ce que j'ai un visuel sinon, on a évidemment la boîte qui est posée juste devant. Paul Adrien, ça fonctionne comment? Alors, en 2 mots, c'est un match 3 compétitif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire des lignes de cartes de la même couleur dans une grille que chaque joueur fait devant lui. Et sauf que, évidemment, il y a des cartes qui permettent de faire des actions et donc de soit améliorer sa propre grille ou venir saboter celle de l'autre. Donc, c'est très, très, très taquin. Voilà. C'est un bon résumé. Ça va relativement vite, c'est des petites parties, on les enchaîne. C'est un peu un jeu qui correspond au marché actuellement, j'ai l'impression quand même. C'est quoi le prix de ce jeu? C'est 13 €. 13 €, donc toute petite boîte avec un petit défi technique, et on l'a vu, on a tourné la vidéo hier. Je m'en étais pas rendu compte parce que moi j'y avais joué avant, mais j'ai pas fait 12 000 parties, il vient d'arriver. Et vous avez fait des coups incroyables. Hier pendant la vidéo, tu n'avais pas vu venir. Il y a des petits combos, il y a des petites crasses qu'on peut faire, et puis il y a des petits twists, c'est-à-dire avec la terre spéciale qui s'en va et qui revient avec une autre couleur. Le fait que si on est à 9 cartes sans faire de ligne, on est noyé, donc on perd la partie, donc ça fait qu'il y a pas mal de possibilités de retournement aussi, donc, Et alors hier on a joué à 4 mais en 1v1. Oui, on a fait la version inverse. On était juste pas mal à l'écran, comme vous le savez, on le fait d'habitude. On se donne le défi de diffuser la vidéo très vite parce qu'il est déjà en boutique. On a tourné hier, mais il est déjà en boutique. Donc on a anticipé, on a déjà tourné les règles et on n'avait plus qu'à monter la partie, ce qui va relativement vite. Ça peut se faire en une journée. Donc on va essayer de faire ça très vite pour que vous puissiez voir ce combo que tu nous fais à un moment, Jean-Baptiste, qui est fou, quoi. Mais que je fais avec Rachel, attention. Vous découvrirez ça. Et donc, on ne dit pas qui gagne à la fin. Non, ça, mais c'est pas forcément lié. Et donc, juste pour finir, il y a un vrai mode 2v2 où chacun a sa grille et tu peux aussi jouer chez ton partenaire. Je veux y jouer. Si on trouve 5 minutes pour y jouer, ça me dirait bien. Là. C'est très sympa pour les fans de belote. Je sais que de moins en moins, mais moi je suis un très très grand fan de belote. Et on retrouve tu te rapproches à la belote? En fait, c'est le côté 2 contre 2 par équipe. Il y en a un qui joue, puis celui de l'autre équipe, etc. Voilà, c'est évidemment maintenant... pas comme la belote, mais voilà. oui, parce que le lien n'était pas logique pour moi, mais bon. Mais moi j'aime bien, mais je trouve que ça crée quelque chose de similaire autour de la table, quoi. Mais on a le droit de parler, c'est la belote parlante, quoi. Voilà, c'est la belote parlante. On arrive sur la fin de l'émission. Moi je pense que c'est bien de jouer aussi où t'as pas le droit de parler, c'est marrant. On arrive sur la fin de l'émission, on a parlé de plein de jeux de société, c'est le moment de la petite minute culturelle, c'est le moment d'échanger sur des choses que vous avez envie de partager avec nous en dehors du jeu de société. Qui commence? De quoi vous voulez me parler? Et ça, c'était après la minute culturelle, du coup? Ça c'était pendant le... C'était un truc Non, de toute façon les regrets il y en a sur tous les jeux tout le temps. Oui. Et l'As d'or, je pense que pareil, tous nos jeux pourraient... mais n'hésite pas, s'il y a un truc que tu gardais... Il n'y a pas grand chose à dire, c'est sûr qu'on aurait aimé l'avoir sur Fiesta. Ouais, parce que il était sélectionné, donc forcément ça joue. Moi j'étais un peu surpris, mais ça... Qui a eu droit à une édition à Cannes d'ailleurs, par la suite. Oui, c'est la Fiesta de Ruegos avec les jeux et tout. Mais bon, après, écoute, tout le monde n'est pas d'accord sur... tu peux pas exiger les prix, il faut les prendre quand ils arrivent. On est super content d'avoir été nommé. En fait, c'est dommage commercialement, mais personnellement, il faut accepter de ne pas gagner tout. Et après, je sais pas si Focus aurait pu, ou peut-être avant-après, mais avant-après...
c'est dur à dire. Il a un peu freiné dans les ventes et tout, donc peut-être ça va pas aider. Bon. Non, ça joue pas les ventes, je pense. Okay. Pas du tout sur des prix tels que là. Oui, parce que vous êtes un peu insatisfait l'accueil est tellement bon sur avant-après au niveau des retours boutiques notamment, que c'est bizarre de se dire c'est pas le même niveau que Focus ou d'autres jeux comme ça. Mais après il y a tellement de jeux que du coup on peut jamais se plaindre de pas être nominé. Bon, parce que, Ah ouais, faut pas se plaindre d'être. C'est un conseil que je vous donne, ne vous plaignez pas, surtout personnellement en fait. C'est pas que par rapport au marché. Ah mais non, mais quand on aura coupé tout ça, on va se plaindre. Tu vois. Non, mais personnellement, on aurait tendance à trouver tout injuste. Oui. Et c'est normal. Et souvent, parce que j'ai été jury de l'As d'Or, et souvent quand je croisais des gens qui étaient un peu déçus, je leur disais à chaque fois, mais c'est vraiment. Heureusement que vous êtes déçus. Parce que sinon, ça veut dire que vous croyez pas dans votre jeu, qu'il y a un problème. Donc c'est normal ce sentiment-là, mais il faut pas le transformer en négatif. En ressentiment, moi j'essaie je sais pas si on peut avoir de la déception positive, mais c'est. Ouais, j'essaie d'éviter, à un moment donné, je me dis tiens, ça pourrait ressembler à du ressentiment, on va éviter trop, tu vois, y compris sur des succès, d'autres jeux, etc. De dire, pas toujours, mais c'est bien de l'éviter. Ouais. Et donc, Minute Ultia, peut-être tu veux commencer avec une de tes. Pourquoi pas. Ouais, alors, tu m'as parlé d'Edmond. Oui, alors, un de mes coups de cœur, je pense que c'est un film qui a plusieurs années déjà, que moi j'ai découvert il y a peut-être 2 ans, donc c'est réalisé par Michalik. Je pense que les amateurs de théâtre doivent bien connaître. C'est très très agréable. C'est comment Edmond Rostand a créé Cyrano de Bergerac. Et je vous invite à le regarder pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est du petit lait pendant 1h30, avec beaucoup d'humour, des personnages très attachants. On retrouve évidemment les citations, enfin la verbe. La verbe qu'on a dans Cyrano. Et donc c'est une très jolie découverte pour moi de ces dernières années. Je ne manquerai pas de le regarder du coup. Ouais. On a Dissolution. Là c'est du jeu de société. Alors là j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment, mais j'ai eu la chance. Donc c'est à nouveau un jeu d'Antonin. Et je l'avais pas vu, je le connaissais pas ce jeu. Oui, il est sorti je crois tout récemment. Donc c'est Anto qui m'a donné une copie. Je pense que ça part quand tu écoutes Anto, ça part d'une bonne blague ce truc. C'est Antonin Bocara et Cyril Bouquet que je vois. C'est pas la maison d'édition de Cyril Bouquet. Non, c'est un éditeur qui fait du serious game, je crois. Il travaille aussi avec BlackRock, si j'ai bien compris, Game mais Partners. Que je connaissais pas. Moi non plus. Et Anto m'a donné une copie le week-end dernier à Alchimie. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec JB et puis Étienne aussi Delorme du Flip. Et moi j'ai passé un très bon moment. Donc je recommande ce jeu, c'est très drôle. Tu dois choisir ton ministère et du coup tu peux te retrouver avec Darth Vader à l'éducation. C'est ça, t'as les personnages de la culture populaire. T'as un joueur qui est nommé Premier ministre et il va recevoir une carte ministère du sport. Et toi, il doit choisir dans sa tête un personnage et tous les autres vont discuter. À mon avis, PA il pense que pour le sport il faut César, parce que je sais pas quoi. C'est très drôle et donc on fait ça sur une dizaine de ministères différents et puis à la fin on choisit, on vote, est-ce que c'est un gouvernement de gauche ou de droite. C'est le petit clin d'œil de fin de partie, mais c'est très sympa. Faut que je découvre ça. Très agréable. Tu connaissais ça, Rachel? Moi je le connaissais pas, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté d'un jeu, ça m'énerve. Et si vous avez peur des débats politiques, c'est pas tant ça. Oui, c'est de l'humour. Parce que t'as des Darth Vader, des machins, et du coup t'es assez vite en train d'être sur... voilà. Ça va dépendre du public, ça forcément. Ça dépendra, mais... Je pense que tu t'amuses quand même d'autres. De quoi on n'a pas parlé? Qu'est-ce que j'ai mis là? C'est marqué sans titre. J'ai loupé ça, ça c'est ma reco. C'est ta reco et le titre n'est pas rentré. Enfin, peu importe, ça s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle. De quoi s'agit-il? C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Philippe Valette. Il a fait un autre truc qui s'appelle Georges Clooney, qui n'a rien à voir avec l'acteur Georges Clooney, qui est une BD très vulgaire, très mal dessinée, exprès. Mais très drôle, et après il a fait ça un peu plus subtil et je trouve ça incroyable au niveau du ton, il y a des punchlines et en fait c'est une aventure en open space, mais ça part dans des délires, ça va très bien, c'est hyper drôle. Moi je recommande cette petite BD depuis des années à toute personne qui vient chez moi, le retrouve sur sa table de nuit, tout invité. Forcément il faut j'arrive. Voilà, si tu l'as pas, quand tu vas encore, mais si t'as que des jeux dans tes étagères, donc bon. Non, j'imagine qu'il y a quelques BD quand même. Et si tu l'as pas lu, je te la conseille. Regarde, tourne la tête par là. Ah ouais, quand même. Si tu l'as pas lu, je te conseille ça en priorité. Moi, ça me fait hurler de rire, un truc pareil, quoi. Et on a Fred de Ludovox qui nous dit que le Ludochrono arrive d'ici peu de dissolution. Donc vous allez retrouver. J'irai voir le Ludochrono.
Et musique, on avait parlé des Stompes, mais je sais pas si... Alors j'ai pas mis les images, je regarde si... Si, moi j'ai le temps, c'est vous, hein, c'est par rapport à l'heure de il n'y a débat. plus rien, je crois. Alors j'ai pas préparé une vignette, mais on va écouter. Est-ce que tu nous conseilles, parce qu'en musique c'est plus compliqué de voir une vignette, mais tu nous conseilles... Alors moi j'ai vu en spectacle les Stompes récemment. Les Stompes, c'est écrit comment? S-T-O-M-P? S-T-O-M-P, peut-être S, les Stompes ou les Stompes. C'est un spectacle qui existe depuis... je vais dire une bêtise, mais je crois 30 ou 40 ans, qui est très atypique, puisque les Stompes, le principe, c'est que chaque morceau est créé et joué avec des objets insolites, par exemple des balais. Je crois que j'ai déjà vu ça, moi. Et c'est génial, c'est absolument c'est captivant. Un coup, c'est des balais, un coup, c'est des poubelles, avec les couvercles, un coup c'est du papier qui déchire, donc évidemment tout ça c'est en rythme, c'est pour toute la famille, c'est vraiment très bien. Et moi ça fait 25 ans que je connais les Stompes, et j'ai eu enfin l'occasion d'aller les voir en concert à Paris il y a 2 ou 3 mois, donc voilà, je recommande chaudement. Je pense que j'ai déjà vu, effectivement, parce que alors moi j'ai d'autres qui font d'autres choses, mais qui font la même chose, mais Cathy nous dit ça date un petit peu. Ça date un peu, Cédric a l'air client aussi des Stompes. Ah, mais c'est une proposition qui est atypique dans l'univers musical, donc je recommande. Ils ont des clips aussi où ils sont sur des échafaudages, et donc évidemment ils vont sauter, atterrir en rythme sur l'échafaudage. Mais j'ai quand même vu des trucs comme ça. On a des images. Moi j'ai déjà vu, Voilà. C'est le genre de concert aussi qui peut être en tournée sur TikTok, hein. C'est par petits morceaux où c'est tellement adapté à ce type de réseaux sociaux. T'as tout vu à la fin. C'est ça. Et très, très famille, donc si vous avez des enfants, c'est parfait. Voilà, plein de conseils culturels pour terminer cette émission. On a fait le tour? Des conseils culturels, oui. Ok. Non, parce que tu voulais rajouter autre chose sur quelque chose d'autre. Un message personnel pour ta sœur, peut-être. Un petit mot. Tu n'auras plus jamais de jeu. Un conseil de jeu. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation de ces jeux, pour ce voyage dans le temps, parce que ça nous a permis de nous plonger dans le catalogue et de voir les différents jeux que vous avez publiés au fil des années. C'est chouette, vous avez pu voter sur l'application. Ça vous dit de faire un petit tour pour voir quels sont les jeux qui ont été le plus mis en avant? Allez, on va jeter un petit coup d'œil. On veut le rapport. On va faire tout de suite. Hop, les résultats. Tu peux voter pour plusieurs jeux ou pas? Bien, mais en fait, on peut voter pour tous les jeux, et en fait, les gens donnent des notes. Tiens, je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement en se connectant ici sur UMDJ. Mon clavier remarche, je suis content. Je sais pas pourquoi il marchait pas hier. Hop. Et ici, donc là, c'était l'émission d'hier, mais sur l'émission d'aujourd'hui, tout le monde a pu mettre une note sur chacun des jeux qu'on a présentés pendant l'émission. Par exemple, avant-après, les gens souvent ont mis 100. Souvent. Et on regarde les jeux qui arrivent en tête parmi vos préférés. Vous avez les 5 préférés ici. Donc c'est avant-après qui arrive assez logiquement, j'ai envie de dire. Pardon, excusez-moi, je m'amuse un peu. Mais je comprends tout à fait. Il y a combien de votes? Non, mais la note elle est extraordinaire sur avant-après. Ceci dit, alors est-ce que c'est joue le fait que je l'ai illustré, que c'est l'émission que j'anime, est-ce que ça joue? Probablement, mais quand même. Mais comment on voit la note là? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est au milieu. Alors, je vais vous donner une indication. Quand les notes arrivent sur 50, c'est une bonne note. Parce que c'est pas courant. En fait, est-ce qu'on peut voir... je suis pas sûr qu'on puisse voir l'émission d'avant. Si on regarde l'émission d'avant qui est sur l'ensemble des sorties, on a présenté 30 sorties sur l'émission d'avant, donc ça va pas être très parlant. Sur celle, par exemple, qu'on a fait avec Pénélope, les 5 premiers, regarde les notes, elles sont en bas, t'arrives pas dans le vert. Elles sont souvent... Et là, c'est les 5 premiers jours, on avait présenté plein de jeux, les 5 premiers, les notes, t'arrives autour de 50 points, c'est assez rare que ça passe. Le code couleur est un peu triste pour les gens qui... le code couleur est pas super, peut-être qu'il aurait fallu qu'on soit plus optimiste parce que c'est difficile d'atteindre le vert. Et donc, dans l'émission qu'on vient de faire ici, déjà, vous voyez que vous avez une cote d'amour qui est, si ça peut permettre de vous rassurer aussi là-dessus. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous va droit au cœur. Une note aussi élevée, c'est rare, c'est rarissime. On la voit, la note, elle est marquée juste en dessous, mais j'arrive pas à lire ici. Type moyenne 68-12. 68-12. C'est une très jolie note. Fiesta aussi est très appréciée également. Et donc voilà, c'est un ordre. C'est que des bonnes notes. Et Green Vader rentre déjà dans la... déjà une attente. Merci beaucoup. Mais les gens votent aussi avec leur curiosité et leur envie de jouer au jeu. Par contre, au Egobit, là, je ne comprends pas. Mais je sais pas si c'est l'audience. Comprends pas. Les enfants, faites venir vos enfants tous. Avant, après, Fiesta de los Muertos, Focus,
Link, Green Vaders qui rentre et très joli classement. D'accord, donc Gobit n'arrive pas... Voilà, mais on va faire une Gobit Cup assez forte, c'est-à-dire un tournoi de Gobit très fort au FUB cette année, le 16 juillet, à Parthenay. Ah oui, là, mais c'est une tradition d'ailleurs, je crois. Ouais, mais là, on va mettre les petits plats dans les grands. Parthenay, des allez dizaines de sur joueurs, des goodies, qui sera champion de France, enfin tout ça, quoi. Sachez qu'on n'entend que du bien sur Rollchap, nous dit Maud Chalmel, qui envoie de l'amour par le chat aussi. Merci, Maud. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve avec Pénélope pour vous parler de jeux qui arriveront un peu plus tard, pour revenir sur quelques actus et pour passer un bon moment ensemble, tout simplement. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à toi. Et puis à très bientôt pour d'autres émissions. Bonne journée à tous. Salut.